Bonjour à vous toutes et à vous tous. Vous êtes très nombreux à l'écoute de la 102.7 FM à l'heure de votre émission Grand Jury qui va être consacrée ce vendredi au décryptage de l'actualité sportive relative à la Coupe d'Afrique des Nations, la 30e édition dont le coup d'envoi sera donné demain au pays du président Théodore Obiang. Déjà des voix qui s'élèvent pour pousser des ras-le-bol par rapport aux conditions dans lesquelles la compétition va se dérouler. De quoi s'agit-il? Nous allons également parler autour de ce plateau des chances des deux équipes qui vont faire leur entrée demain. On va également profiter pour parler des représentants de l'Afrique occidentale à cette prestigieuse compétition sur le continent africain. Au micro pour l'animation de cette émission, appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego. Je suis assisté ce matin à la technique pour Radio KNTV par Malix Magloire. Émilie est derrière la caméra pour Togo Vision. Et je n'oublie pas non plus les équipes, que ce soit au niveau de Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anejo ou encore Eben Radio. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous. Avant de retrouver nos invités, je nous propose une petite pause musicale, le temps de revenir ici pour... Nous saluons au passage que nous retrouvons nos invités. Ils sont tous de la rédaction de la radio KNTB, une équipe très jeune, dynamique, qui s'intéresse au sport puisqu'ils sont des footballeurs. Il y a des attaquants assez, comment dirais-je, des attaquants de taille quand même, qui permettent à l'équipe Média FC d'avancer. Édouard Kofi Vikami Agbetu, bonjour. Bonjour Rodrigue, bonjour, c'est bon pour le micro. Bonjour Rodrigue, bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio KNTV. Et voilà, notre second invité, c'est bien sûr Franck Edinam Defli, également de la rédaction sportive de Radio KNTB. Bonjour Franck. Bonjour Rodrigue, bonjour Edouard et bonjour à tous les auditeurs de la 102.7 FM. Et voilà, je rappelle que nous sommes à quelques heures du coup d'envoi de la plus prestigieuse des compétitions sur le continent africain. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations qui a sa 30e édition. C'est vrai, on n'a pas cru, mais à la dernière minute, ça va être effective et ça va mettre aux prises demain. L'équipe guinéenne, donc Guinée équatoriale, donc l'équipe du pays organisateur face au Congo, au Brazzaville. Mais en tant que Togolais, ma première question est de savoir, Edouard, les sentiments qui vous animent à quelques heures du coup d'envoi de cette compétition où le Togo s'annonce comme un grand absent. Oui, c'est toujours amer de constater que son pays n'est pas représenté à cette compétition africaine. Ça fait toujours mal et on aurait bien voulu voir le Togo se qualifier pour cette phase finale en Guinée équatoriale et personne ne crierait au scandale. Mais je crois que c'est une bonne chose, pour nous permettre de voir nos difficultés, ce qui ne va pas dans notre camp, avant d'amorcer les échéances à venir. Donc, je crois que c'est un peu désolant. De voir le Togo absent de cette compétition, mais on croise les doigts pour les prochaines occasions. Voilà, on croise les doigts pour les prochaines occasions. Aussi, faudra-t-il que ça arrive très vite, puisque jusque-là, on se demande si réellement il y a encore une équipe nationale au Togo, parce que vous n'êtes sans savoir que c'est à la veille d'une compétition qu'on essaye de colmater les brèches un peu partout, d'appeler des joueurs, des fois ceux qui n'ont même pas de club, qui viennent, qui sont un peu critiqués par la presse. Par moment, on arrive quand même à trouver quelques rares jeunes pour étoffer l'effectif, mais ce ne sont pas les joueurs qui manquent. Depuis 2006, c'est vrai que ça se répète. On a été à la Coupe du Monde, on a vu ça a été la catastrophe. Après ça, le Togo n'a pas tellement eu de chance à rester pied plein dans une compétition. Ce n'est qu'en 2013 qu'on a pu atteindre les quarts de finale. Sans oublier au passage l'attaque de Cabinda, comment dirais-je, le voyage mortuaire de Sierra Leone qui a coûté la vie à plus de 14 compatriotes. Aujourd'hui, on est absent en Guinée équatoriale. Est-ce une bonne chose, Franck, pour le Togo? Je crois que cela est dû à beaucoup de choses et qu'il va falloir reposer certaines bases pour que le football togolais recommence. Mais je crois que c'est également un sentiment de désolation et d'humiliation avec lequel on a constaté que les Togolais, malgré qu'ils aient commencé par 2 faux pas dans les phases d'éliminatoire, n'ont pas pu
réussir à se qualifier. Ça fait vraiment honte pour ma part, et je crois quand même que c'est également une bonne chose pour régler les différents problèmes qui sont à la fédération et repartir véritablement sur de bonnes bases. Mais je reste avec toi, Franck, parce qu'il faut, tu as dit tout à l'heure, il faut vraiment régler les différents problèmes et repartir sur de nouvelles bases. Est-ce à dire que vous avez confiance en cette commission de normalisation que la FIFA a imposée au Togo? Parce que déjà les acteurs en grande partie contestent cette commission-là. Oui, déjà de par le passé, si on veut avoir recours à la personnalité de M. Antoine Foley, et il a eu beaucoup de problèmes concernant sa personne. Ce n'est pas un monsieur qui rassure trop, mais si la FIFA a décidé de lui faire confiance, c'est peut-être parce qu'il est en règle avec les institutions, l'institution de la FIFA. Et voilà, si on attend de voir si il peut mener à terme ou bien à bon port cette mission qui lui est confiée. J'espère vivement qu'il fera au moins le boulot qu'on lui a confié et que le football togolais retrouvera ses lettres de noblesse. Et voilà, Edouard, par rapport à cette commission que la FIFA a installée au Togo pour normaliser le football, est-ce que vous pensez qu'à travers cette commission, le football togolais sera normalisé? Il y a beaucoup qui décrient cette commission, qui n'acceptent pas l'installation de cette commission de normalisation avec à sa tête Antoine Foley. Bon, il faut dire que ce n'est pas une bonne chose du moment où les acteurs premiers, je veux parler des présidents de clubs et des ligues qui n'acceptent pas venir aux réunions que convoque cette commission. Déjà, il y a un problème qui est à la base, donc il faut revoir ce côté. Et je crois que le gouvernement, par l'entremise du Premier ministre, a pris les rênes de cette commission pour pouvoir apaiser les cœurs et repartir sur de nouvelles bases. Je crois qu'on a besoin de ça parce que les nouveaux talents que nous avons au Togo, ça n'en manque pas, vous l'avez dit. Nous devons revoir ce côté-là, penser à eux d'abord, avant de parler des membres de la commission. On doit penser tout d'abord aux jeunes, à ces jeunes-là qui vont rester à la maison sans compétition et autres. Il y a Semassi qui prépare sa compétition. On nous parle de problèmes de licence et autres. Entre-temps, on ne sait pas comment ça va se faire. Et dans cette atmosphère-là, je ne vois pas comment nous pouvons espérer gagner les matchs qui vont venir. Et je crois que le gouvernement doit frapper du poing sur la table pour pouvoir amener cette commission à sa tâche d'ici un an. D'ici un an, en tout cas, vous n'êtes sans savoir que juste après la finale de cette compétition qui va s'ouvrir demain, on sera seulement peut-être à quelques mois de la prochaine échéance. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle de la normalisation du football togolais. La commission mise en place n'est pas totalement assise du moment où elle est contestée. Elle continue d'être contestée par le G36. Est-ce que vous voyez l'avenir radieux à notre football, Franck? Je crois quand même que déjà notre sélection nationale, les épédiers du Togo, c'est en train d'être dépiécé quand même, parce qu'il y en a qui sont déjà vieillissimes. Oui, il faut qu'on le dise, c'est une équipe vieillissante et les cadres ne font plus l'affaire. Et il va falloir amorcer un véritable chantier de détection à la base, commencer par organiser un championnat semi-professionnel, suivre les joueurs, nos joueurs locaux, leur donner la chance de faire avec cette équipe-là et pourquoi pas partir avec une équipe assez jeune et dynamique, même complètement local, ou bien ajouter à quelques joueurs qui sont régulés dans les championnats européens. Et je crois quand même que ça peut faire l'affaire et on peut compter également sur cette équipe jeune dont je parle. Et voilà, compter sur cette équipe jeune dont tu parles, c'est vrai. Mais tout à l'heure, quelqu'un soulevait le problème relatif aux licences, oui, au niveau de nos clubs, nos représentants sur le continent. Est-ce que cela ne veut pas dire que quelque part, sur le plan gestion même de la chose, les acteurs qui gèrent ne se retrouvent pas vraiment? Oui, il faut dire ça parce que on ne comprend pas véritablement ce changement brutal. Certainement que la FIFA ou la CAF auraient averti les commissions
de chaque pays. Non, par rapport à l'avertissement que la CAF aurait peut-être fait préalablement à l'endroit des fédérations, mais n'est sans savoir que longtemps, on a toujours crié la façon dont on établissait les licences dans notre pays, dans notre football. Des fois même, vous trouvez même les actes de naissance, on ne les fait pas. Des fois, c'est nuitamment qu'on établit les licences. On ne se retrouve pas du tout. Ce qui fait que, même vous prenez le championnat qui a fini il y a quelques temps, c'est sur la base de problèmes de contestation liées à la qualification de joueurs. C'est en cela que je me demande si ce n'est pas un problème lié à la gestion. C'est ça. C'est ce qui est déplorable ici au Togo. On ne cessera jamais d'en parler parce que tout ceci fait partie de l'organisation pour les préparatifs d'un match très important parce que Semassi, vous n'êtes sans savoir que c'est le premier, le champion du Togo, et il va affronter un club. Quel club en plus? Et le club se prépare déjà avec des matchs de préparation. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que le club fait? Il y a des joueurs qui font des entraînements, qui jouent des matchs, mais qui ne pourront pas évoluer dans la compétition. Qui ne pourront pas évoluer. Et après, on va nous amener des joueurs qu'on n'a même pas vus lors des séances de préparation. Et finalement, vous allez voir, on va nous battre 2-0, 4-0, on s'en va même jusqu'à... Mais le plus lourd score, on le connaît, c'est des fois 6. Hein. C'est amer. Et ce public qui se déplace à chaque fois pour venir au stade, même si le prix d'entrée est élevé, il fait tout pour avoir accès au stade. Et après, on nous dit que bon, voilà, c'est lié à quelques problèmes d'organisation au niveau du comité où les licences ne devraient pas avoir de problème. Et finalement, on a su que tel joueur n'était pas qualifié pour ce match, alors que ce joueur avait du répondant pour pouvoir... Voilà, donc je crois que vous l'avez dit, il y a un problème au niveau des acteurs qui se chargent. Je vais parler de la communication. Il y a des problèmes là-bas et il faut que ces acteurs-là se ressaisissent véritablement pour ne pas nous faire connaître les scènes que nous avons vues il y a quelque temps lorsque nos clubs se sont qualifiés pour ces compétitions continentales. On compte vraiment sur cette équipe de Semassi qui peut titiller les grandes équipes africaines lors de ces phases finales. Donc, il faut donner la chance à ces jeunes-là qui nous ont prouvé qu'ils ont quelque chose dans leur sac et qu'ils doivent revaloriser aux yeux de l'Afrique. Oui, Franck, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense quand même que si on devrait situer les responsabilités, et ça n'engage pas que l'équipe de Semassi, il faut quand même trouver une part à la commission de la FTF qui ne suit pas véritablement nos équipes. On l'a eu par le passé lorsque As-Douane et Ange du Notier étaient engagés dans des compétitions sur le continent. On a eu à décrire beaucoup de problèmes qui n'ont même pas de sens. Donc il va falloir que aujourd'hui, même les clubs, dans le club même, que les tests soient maîtrisés et que ceux de la commission de la FTF aussi maîtrisent et font leur boulot pour qu'ensemble on puisse aider ces équipes-là qui sont engagées dans de telles compétitions. On a vu la dernière fois, c'est Massi produit du jeu comme Ashanti Kotoko qui n'est pas une petite équipe du championnat ghanéen. Cette équipe a quand même du répondant, de la valeur pour aller titiller ne serait-ce que les Nimba, les ententes sportives sur le continent, les Alali. Mais il faut quand même que le gouvernement ou bien les instances dirigeantes fassent tout pour suivre ces équipes et leur mettre dans des conditions nécessaires pour qu'ils fassent au moins de bons résultats. Il ne faut pas oublier aussi qu'il ne faudrait pas qu'on nous ramène des joueurs fictifs. Il faut régler ce problème de licence au plus tôt. Oui. Parce que on a écouté quand même le directeur de la communication de la commission de normalisation qui a expliqué beaucoup de choses. Il a dit, mais à l'écouter, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre qui planent autour de la ville. C'est ce qui est un peu... C'est du véritable business qui s'orchestre là-bas. Oui. Pourquoi vous le dites? Par le passé, il est connu sur les chiquis du football togolais. C'est pas un homme aussi clean que la neige. On sait de quoi il est capable. Et lui aussi,
intégré dans beaucoup d'affaires qui n'ont même pas de tête et on sait comment il réfléchit. Donc, c'est un monsieur, je crois qu'il ne m'inspire pas trop confiance. Et si on parle aujourd'hui des joueurs fictifs, il se peut que ça soit véritablement réel parce qu'il est prêt à tout, parce que tout le monde du monde, oui, pense à son intérêt personnel. Et puis peut-être à suivre un peu Franck. Peut-être les gens n'ont pas vu ça arriver. Edouard, on a deux amis qui se retrouvent, Tani Lebana, qui se retrouve à la tête de Sébastien de Sokodé, et on a Antoine Folly qui se retrouve à la tête de la commission de normalisation, alors que les deux ont été les ténors du match fictif à Bahreïn. C'est un duo qui a conduit à la sanction de Tani Lebana et à l'interpellation de l'ancien ministre Antoine Folly qui d'abord d'ailleurs est en train de jouir d'une libération provisoire. Vous voyez, c'est tout cela qui frustre les acteurs, les présidents de clubs qui refusent d'assister à ces réunions que convoque le président du comité de normalisation. Voilà, sinon, si on doit suivre ce dossier, je crois que les acteurs ou bien les présidents de clubs n'ont rien à voir, n'ont rien contre ce comité de normalisation, mais plutôt c'est avec la personne qui dirige ce comité de normalisation. C'est la personne qui n'inspire pas confiance. De par le passé, c'est un monsieur très obscur, il n'inspire pas confiance, et donc je crois que le football togolais n'a plus besoin de ces genres de personnes pour évoluer dans une bonne dynamique. Voilà, en tout cas, un dernier mot. Oui, il faut dire aussi que les présidents de clubs n'ont pas cette envie-là de voir leur équipe végéter lors de ces compétitions, et je crois que le président de Semassi fera tout pour être en règle, amener son coach à rester dans les normes, à ne pas dérailler, à ne pas amener des joueurs fictifs. Parce qu'il avait déjà une équipe sous la main. Voilà. Si on s'en tient à sa dernière conférence dans l'histoire de l'affaire de Bahreïn, il a dit que s'il trouve l'occasion, qu'il refera la même chose. Vous voyez, donc on a vu des équipes évoluer lors du championnat, et après on nous amène des joueurs venus d'ailleurs pour nous dire que c'est pour booster l'effectif, et après il y a des problèmes. On a vu le cas avec ce joueur de l'Est Gopor qui a suscité Junior qui a suscité des problèmes lors des coupes continentales. On a fait qu'amener des joueurs d'un peu partout. Donc surtout du Nigeria. Vous voulez penser qu'aujourd'hui, si on ne sait pas faire des réglages, ça va répercuter sur la saison venir au Togo? Oui, on a vu ça la saison dernière. C'est ce qui va se reproduire, parce qu'on va dire que c'est une coupe continentale, donc il faut amener tous les joueurs en compromis. On les met à l'écart, alors que ce sont ces joueurs-là qui ont batailler dur pour arriver à ce niveau. Après, on nous dit que ce joueur est venu du Nigeria. D'habitude, c'est du Nigeria qu'ils arrivent. Que c'est du Nigeria, ou bien on prend un pion de l'Est Douane, de Gomido, de Palimé, et après, on nous dit qu'il n'y avait pas eu de transaction, que c'était verbal, c'était officieux. Tout ça, ça doit s'arrêter, parce que le football, c'est devenu un grand business, et tout se fait réglementé. Un business réglementé. Réglementé, parce que tout se fait sur papier. Ce n'est pas dans les coulisses, deux présidents de club qui se rencontrent dans un bar et puis discutent, tu me donnes ce joueur, je te donne ceci. Non, c'est habituellement pas de 100 000 ou 200 000. Oui. Donc, en tout cas, on espère bien que les présidents de clubs sont à l'écoute. On espère bien que les présidents de Semassi, de Sogodé et de l'AS Togo-Port sont à l'écoute également. Ceux qui sont au niveau de la Fédération togolaise de football sont à l'écoute. Et tout ce qui se dit ici, c'est dans l'intérêt du football togolais et dans le cadre de son avenir. Ceci étant, nous allons vous communiquer deux numéros à partir desquels vous pouvez nous envoyer des messages: 91 05 80 80, 97 25 86 86, 91 05 80 80, 97 25 86 86. Nous allons nous tourner vers la Guinée équatoriale, où sera donné demain le coup d'envoi de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant, permettez qu'on retrouve Malix Magloire pour nous donner un truc sportif, s'il y a sous la main un truc sportif, s'il y en a, et parce que également c'est la compétition où il y a de grands absents, une compétition déjà contestée, donc on a beaucoup à dire autour de cette compétition. On retrouve Malix et on revient.
On aurait bien voulu vous servir l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations, mais il s'est posé un petit problème technique, mais on va revenir avec. Mais avant, rapidement, autour de ce plateau, on est là avec nos deux invités, plus Charles Piao Adam qui vient de rejoindre l'équipe. En tout cas, ils sont tous de la rédaction de Radio KNTB. On va parler premièrement d'une compétition contestée avant son coup d'envoi. Qu'est-ce que ça dit, Franck? Oui, déjà que la délocalisation n'a pas beaucoup aidé la Guinée équatoriale. Est-ce que là, il faut parler de délocalisation? Parce que c'était dans une situation où la CAF n'avait plus vraiment de temps à perdre et face à la réalité, on a dû se rabattre sur la Guinée équatoriale. Les pays organisent vraiment une compétition de taille. On prend parfois jusqu'à 2-3 ans pour que les choses soient autonomes, mais avec la délocalisation, ça n'a pas beaucoup aidé la Guinée équatoriale et on ne peut faire qu'avec ça. On ne peut que faire avec ça, mais en attendant de retrouver Edouard pour réagir par rapport au fait que cette compétition soit contestée sur la base des données réelles. Donc, on va retrouver un auditeur qui nous dit « Bonjour et du courage, dans ces présidents de club, même si on choisit quelqu'un entre eux, ils vont le contester. Eux tous sont des chrysologues. » En tout cas, sans commentaire. Oui, Edouard. Sur l'organisation de cette compétition, la CAN en Guinée équatoriale, vous le savez, c'était le Maroc qui était pressenti sur l'organisation de cette édition, mais le Maroc a refusé parce qu'il y avait les risques de contamination sur le virus hémorragique Ebola. Donc, le Maroc n'avait pas du tout cette possibilité-là de mettre en danger ces populations, raison pour laquelle il a refusé d'organiser la compétition. Mais la CAF visant ses objectifs, ses prérogatives, ses intérêts surtout. Ses intérêts, parce qu'il y a plusieurs billets qui vont maintenez le cap. Je propose quand même qu'on observe une pause musicale, le temps de revenir encore autour de ce plateau. Et vient faire la folie, en tout cas ce sera la folie demain en Guinée équatoriale. C'est pour ça, cette réalité même que le plateau s'est agrandi avec l'entrée de deux autres éléments de la rédaction de KNTB, bien sûr Charles Piao Adam qui est l'un des gardiens de Média FC. Bonjour Charles. Bonjour Rodrigue. Et puis Herman Kodiovi Adade qui est aussi arrivé. Bonjour Herman. Bonjour Rodrigue. Lui, il est, comment dirais-je, défenseur, mais il est également volleyeur ou balayeur. Volleyeur, voilà. C'est un bon latéral droit. D'accord, un bon latéral droit. D'accord, on a compris. Nous sommes en train de parler de la Coupe d'Afrique des Nations, mais avant de vous retrouver, en tout cas les auditeurs nous suivent, ils pensent à nous. Quelle est la date prochaine du démarrage du D1 en tout cas? Et surtout dénoncer la suppression du championnat scolaire et universitaire. En tout cas, message compris, sans commentaire, on y reviendra. Salut mes gars, quelle est la position d'Adebayor à Tottenham? En tout cas, on va voir tout à l'heure avec nos invités. Et l'autre, bonjour, le football togolais a encore des jours sombres devant avec un premier ministre qui fait main basse sur les comptes de la CAN 2013 et qui soutient un comité présidé par un truand en liberté provisoire. Que les présidents des clubs ne s'associent pas à ce comité. En tout cas, c'est sans commentaire. Nous allons rapidement aller en Guinée équatoriale. Et Edouard, nous étions en train de parler de cette compétition déjà contestée avant son coup d'envoi. Et contestée dans la mesure où il y a plusieurs nations qui ont refusé l'admission de certains pays dans cette compétition. On veut parler de la Guinée et la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale déjà qui est menacée par le virus. Et on a demandé entre-temps à toutes les équipes de descendre à Malabo pour un test. Donc on n'a plus de nouvelles sur le résultat de ces tests-là, sur les équipes. Maintenant, il ne faut pas oublier un aspect, il y a des supporters qui vont arriver de tous les coins. Et de tous les pays. De tous les pays. De tous les pays. Et ces pays, ces 16 nations qui vont participer à cette compétition. Donc, il y a toujours ce facteur de risque de contamination
à ce virus-là. Et je suis un tout petit peu soulagé parce que notre pays ne participe pas à cette compétition, parce que au vu... Ce ne sera pas une bonne raison. Non, pas une bonne raison. Je suis le Togo soit admis. Je suis un tout petit peu rassuré parce que nos autorités ne cessent de mener la lutte pour barrer la route à cette maladie. Maintenant, sur la contestation de cette organisation, il y a quand même Claude Leroy qui aussi a contesté. Il y a d'autres nations qui contestent même. Nous avons l'Algérie. Les informations, il manquerait vraiment beaucoup d'éléments dans les hôtels. Les dispositifs dans les hôtels. Oui, parce que la Guinée équatoriale a été un peu surpris par cette désignation, parce qu'elle avait entre-temps co-organisé avec le Gabon. Mais n'empêche que les dispositifs mis en place pour lutter contre cette maladie ne soient pas véritablement efficaces au point. À tel point que ces nations-là, dont vous avez fait mention, rejettent cette sécurité. Donc je crois que c'est déjà un facteur défaillant dans l'organisation. Qui motive les contestations. Donc, mais avant de retrouver Chalpi pour se prononcer par rapport même à cette compétition que la CAF, on va dire, s'est entêtée à organiser, il y a un auditeur qui nous envoie: la CAF est un réseau de mafia. Issa Hayatou n'est pas un humaniste car il se soucie seulement de sa poche. Et maintenant, il va organiser une CAN bâclée et souvenez-vous de Cabinda. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, beaucoup de voix se sont élevées pour demander à la CAF de surseoir à l'organisation de cette compétition, du moment où Ebola fait rage. Mais contre vents et marées, on a vu, parce qu'il y a eu beaucoup de tractations entre la CAF et le Maroc. Le Maroc, finalement, va peut-être subir les conséquences. Mais aujourd'hui, on est face à la réalité, Charles. Oui, Rodrigue, j'ai un peu le cœur pincé. Par rapport à quoi? Par rapport à ces gens, de personnes qui dirigent les instances de football. C'est-à-dire, je vais directement au but, c'est-à-dire Issa Hayatou. Sincèrement, je rejoins cet auditeur. La vie n'a pas de prix. Non. Et la vie mais je rappelle que jusque-là, on n'a pas encore signalé un cas d'Ebola ou un cas de contamination dans le cadre de la CAN. Rodrigue, il y a une pandémie. Et l'OMS, on a tous signifié que dans les mois de janvier, cette maladie peut faire plus de victimes. Dieu merci, aujourd'hui, ça va. Mais il fallait écouter les gens. Il ne fallait pas forcer les choses. Issa Hayatou, éternel insatiable. La CAF a parlé des impératifs. Non, Rodrigue, je vous en prie, on peut toutefois reporter cette CAN. Mais il a essayé de forcer les choses à cause des calculs financiers. Il ne veut pas perdre. Mais aujourd'hui, la CAN sera bel et bien effective en Guinée. On ne peut le refuser. On va attendre de voir ce que ça va donner. Oui, mais avant de te redonner la parole, Herman, en tout cas, est-ce que tu es d'accord, tu partages l'avis de cet auditeur qui est aussi partagé par Chalpi? Effectivement. C'est sur la base des calculs peut-être mesquins. Je peux dire même monstrueux. C'est-à-dire justement parce qu'on se souvient de notre équipe nationale togolaise de Cabinda qui a été mitraillée. Et en plus, on nous sanctionne financièrement. Et je suis un peu déçu par rapport à la CAF. Mais disons que cette compétition, pourquoi est-ce que Issa Hayatou n'a pas voulu que cette compétition se tienne dans son pays, au Cameroun? Pourquoi? Mais il n'est pas le président Paul Biya. Le Cameroun, c'est une nation. On dit qu'il y a il n'est que fils d'une nation. Il ne peut pas décider à la place de Paul Biya. Une maladie que, entre griffes, je ne sais pas, ils sont les Européens qui ont amené cette juste pour qu'on appelle toucher notre économie, réduire notre économie, je ne sais pas trop. Mais on dit qu'il y a une pandémie Ebola aujourd'hui. Et c'est à cause de cette maladie même qu'on n'a pas joué la coupe, comment on appelle la coupe UMOA ici au Togo, on a reporté cette coupe. Maintenant, Issa Hayatou s'entête à organiser. Et il doit dire quelque chose que la Guinée a été désignée. Non, la Guinée n'a pas été désignée. Ça a été sur la base de négociations. Justement. Il a accepté de plein gré.
Et aujourd'hui, j'ai écouté des infos, eux aussi se plaignent, c'est-à-dire les habitants, c'est-à-dire les populations de ce pays, de la Guinée, se plaignent aujourd'hui. Justement, se plaignent aujourd'hui, et j'ai écouté également, j'ai su sur les réseaux sociaux, ils ont dit qu'ils vont passer par Malabo pour des tests. Maintenant, ils vont transporter la maladie là-bas pour faire des tests. Je ne comprends pas vraiment ça, il y a tout. En tout cas, on vous comprend. Il y a un auditeur qui nous dit, même si le Togo n'est pas présent à cette CAN, le groupe Toufan est présent musicalement parlant, car Toufan a composé l'hymne de la CAN avec certains musiciens. Également un autre auditeur qui dit bonjour, je voudrais à Ayatou si la vie humaine est plus importante que sa CAN. Il y a Ebola qui tue. Ayatou, lui, argent, c'est un maire, quelque chose comme ça, dangereux pour l'Afrique. En tout cas, assez de messages qui viennent. On va lire ça et puis on continue. Issa Ayatou ne fait que chasser ses intérêts. Il a sanctionné le Togo en Angola malgré la fusillade des éperviers. En tout cas, je crois que les auditeurs nous suivent. Nous allons bondir par rapport à cette compétition qui suscite beaucoup d'absence, que ce soit au niveau des sélections, parce que Franck, le champion en titre, n'y est pas. Oui, c'est regrettable que les Super Eagles de Nigeria, champions en titre, ne fassent pas partie de cette prestigieuse compétition de l'Afrique. Ça fait mal. Je crois quand même que ça voudrait toutefois dire que maintenant toutes les équipes se valent et que la qualification, c'est au prix du travail. Quand vous êtes là, vous ne travaillez pas et puis vous vous mettez dans une position de favori et les outsiders vont vous surprendre et puis ça fait quand même la beauté de la compétition. Et moi, je crois quand même qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose. Ça va réveiller ces gens d'équipe qui toutefois se prennent comme des super puissances footballistiques. Donc, c'est une bonne chose. On peut prendre l'exemple du Cap-Vert qui surprend plus de maintenant. Aujourd'hui, si vous voyez le classement FIFA ou bien le classement sur le continent africain, et le Cap-Vert est tellement bien positionné. Ça veut dire que c'est un pays qui a compris que c'est à force de travailler, à force de persévérer, qu'on peut être au-devant de la scène. Donc, c'est un peu regrettable que le Nigeria ne soit pas là, mais on ne va pas créer le scandale. On ne va pas crier au scandale, mais cette absence du Nigeria qu'on a vu briller de bout en bout à la précédente édition, est-ce que ce n'est pas quand même une manière qui donnerait raison à ceux qui pensent que les Africains ne sont pas sérieux? Non, pas que les Africains ne sont pas sérieux, juste que la compétition est de taille. La compétition est de taille, toutes les équipes se valent, Franck l'a dit. Donc on l'a vu avec la Zambie qui était championne en 2012. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? La Zambie a été éliminée. Donc il faut... Mais on va aussi quand même parler de 2006 avec le Togo qui a été brillamment qualifié sur le continent, mais qu'on ne retrouve plus par après. Ah oui. Oui, c'est ça. Donc, il faut dire que cette compétition de la CAN permet à chaque équipe africaine de se mettre en valeur, de prouver aux yeux de toute l'Afrique qu'elle a du répondant, qu'elle peut valoriser l'Afrique à l'extérieur, en Coupe du Monde. Donc, il faut dire que les Super Eagles ont été désillusionnés tout simplement parce qu'ils étaient encore sur leur nuage après avoir arraché la coupe. En tout cas, il y a un auditeur qui nous dit bonjour, moi je vais vous dire la vérité, la CAN n'ira pas à la fin. Attendons de voir. Ah oui, c'est lui qui le dit parce que mais on aura beau parler, cette compétition débute demain, hein, c'est la première journée. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons organiser cette rencontre. Elle débute demain et forcément qu'il y aura un dispositif sécuritaire pour... Bon, peut-être pour répondre à l'auditeur, on lui dira que c'est Ebola qui n'a même pas encore contaminé un joueur, si c'est à cause de ça, peut-être la CAN va atteindre sa fin. La raison, on a mitraillé les éperviers, notre auditeur l'a dit, mais la CAN a poursuivi son chemin. Et rapidement, Franck, on ne va pas parler que de sélections absentes, on va également parler des grands noms du continent qui ne sont pas pratiquement à ce grand rendez-vous. Les Didier Drogba, les Samuel Eto'o, les Adebayor Sheyi, les comment dirais-je, Demba, les gens de Makoun, beaucoup de noms
qui ne Non, sont non. pas à ce rendez-vous. Non, je ne crois pas que ce soit des absents. Ce sont des joueurs qui ont prouvé leur savoir-faire. Mais ils ne aujourd'hui. participent pas à ces séances-là. Ils sont Ils sont en des retraites internationales. Ils se sont retirés. Donc, actuellement, mais- Samuel Eto'o est le meilleur buteur de cette compétition africaine jusqu'ici, avec 18 buts, si je ne me trompe pas. 18 buts. Voilà. Donc, il ne faut pas blaguer avec ces noms-là. Même si on doit parler de Didier Drogba, avant que Hervé Renard ne publie sa liste de la Côte d'Ivoire, il a fallu qu'il aille en négociation avec le tout-puissant Didier Drogba. Mais le gars, il dit, non, il a fini, bon, il a fait son temps, il ne veut plus jouer. Je crois qu'on ne va pas dire que c'est un absent, mais je crois que c'est aussi la force des grands, il faut savoir raccrocher. Avant d'observer une courte pause, je vous rappelle que la compétition, le coup d'envoi sera donné demain à Bata à partir de 17h entre la Guinée équatoriale et le Congo. Et à 20h, le Burkina Faso jouera le Gabon. Ceci étant, on va lire encore ce message qui vient d'arriver. Salut à tous, la CAF est malade. Merci pour l'absence des éperviers. Ebola fait du rage. On retrouve Malix, le temps de revenir autour de ce plateau. Retour au plateau de cette émission. En tout cas, nous sommes à jour J-1, tel que je l'ai dit tantôt. Ce sera entre la Guinée équatoriale et le Congo. La parole, mais c'est pour commenter cette rencontre entre la Guinée équatoriale et le Congo. On va commencer par Franck, qui va l'emporter. Les auditeurs peuvent également faire leur pronostic à partir des deux numéros 91 05 80 80 97 25 86 86. Oui, Franck, entre la Guinée équatoriale et le Congo. Oui, comme d'habitude, moi je ne pronostique pas. Le match se joue à 90 minutes. Je crois que d'ici, bien demain à 18h, on peut dire qu'elle a emporté. Mais déjà, avoir les préparatifs de ces deux équipes, ils ont fait du travail, même si du côté de la Guinée équatoriale, pays hôte, ça n'a pas été très professionnel parce que déjà, pour publier... Mais ça se comprend parce que les autres nations jouaient les éliminatoires, ils ont été qualifiés, ils savaient qu'ils allaient jouer la compétition, donc ils se préparaient en conséquence. Par contre, la Guinée équatoriale a été pris de court. Il y a aussi un aspect très important qui peut peut-être jouer en défaveur de cette équipe équato-guinéenne, c'est le limogeage de leur sélectionneur à 12 jours de la compétition. Aujourd'hui, on a pris un autre sélectionneur qui ne connaît pas forcément la maison. Lui aussi, il va venir faire un travail avec. Mais alors que du côté de Brazzaville, Claude Leroy, il est là. Même s'il conteste. Mais il est toujours là. Tout le monde sait, c'est le plus africain des techniciens français. Il connaît cette compétition plus que tous les sélectionneurs. Et je crois quand même que le Congo part avec une petite faveur. Avec une faveur. En tout cas, il y a un auditeur qui nous dit ils ont compris qu'il faut une alternance dans nos équipes. Il faut donner la chance aux jeunes joueurs aussi. Ayatou doit dégager de cette place. Ne connaît-il pas le fair play? En tout cas, c'est la question que pose l'auditeur. Les gens n'iront pas au terrain, même si les prix sont fixés à 500 francs, car la population équato-guinéenne est estimé à 700 000 personnes. Les places sont estimées à 40 000 places. En tout cas, c'est un auditeur qui le dit. Voilà. Edouard, avec quelles sont les chances selon vous de la Guinée équatoriale face au Congo? Oui, j'ai un petit penchant pour l'équipe du Congo-Brazzaville. Les penchants basés sur quoi? Oui, sur leur... Parce que l'équipe organisateur ne saurait tomber un beau matin. Oui, parce que la Guinée, on l'a vu lors de la CAN 2012 avec le Gabon. La Guinée équatoriale n'a pas du tout rassuré malgré les milliards que le président a débloqués pour encourager les joueurs. Ils n'ont pas rassuré leurs supporters malgré que la compétition soit à domicile. Et je crois que même dans ces conditions où ils ont été pris de court, ils auront quelques difficultés à rivaliser avec l'équipe du Congo-Brazzaville. Mais nous sommes en football et il faut cesser de faire des calculs parce que le football est magique. Et tout peut arriver. Tout peut arriver. En tout cas, il y a un auditeur qui veut essayer de vous départager. Match nul. Espérer de voir un arbitrage tordu pour faire avancer la Guinée. Oui, Herman? Oui, je rejoins un peu Edouard parce que pour le moment, disons tout que peut arriver.
tout peut arriver. Surtout que généralement, on sait que l'arbitrage bat en faveur de l'équipe qui organise. Du pays hôte. Je n'aimerais pas me prononcer en faveur de l'arbitrage, mais seulement sur papier. Je sais que pour Congo-Brazzaville, c'est 22 participations avec déjà un titre, même si c'est vieux depuis 1972. Sur papier. C'est un titre. Hein, oui, je sais que c'est un titre, mais c'est vieux depuis 1972. Mais il y a l'expérience. Parler en termes d'expérience. C'est un titre. Avec surtout un entraîneur expérimenté comme Claude Leroy. Face à la Guinée équatoriale, avec seulement 8 participations, je sais que c'est trop peu. Et un entraîneur qui vient d'arriver. Qui ne maîtrise même pas encore l'effectif, donc un penchant également pour comment on appelle En tout cas, il y a un auditeur qui dit le Congo va gagner 3-0. Voilà Charles Yao Boada entre la Guinée équatoriale et le Congo. Oui, pour une fois, je suis d'accord avec mes confrères dans ce studio. Le Congo a toutes ses chances avec sa star, le sorcier blanc Hervé Renard. Non, c'est plutôt Claude Pardon, sorcier blanc Claude Leroy, oui. Le plus africain des techniciens français. C'est lui quand même qui est surnommé le sorcier blanc. Bon, on peut dire que ces 23 joueurs cooptés sont des novices. Mais ce sont des 23 joueurs qui ont éliminé le Nigeria. Je vous en prie, c'est le Nigeria. Il faisait champion en titre. Voilà, le Nigeria. Donc on ne peut pas me dire aujourd'hui que cette Guinée équatoriale, même s'il est pays hôte, il ne pourra pas faire l'affaire devant ces 23 joueurs. Et je veux vous dire que dans les préparatifs pour cette CAN, le Congo a eu à faire un match amical avec le Sénégal, le Cap-Vert. Non, je veux souligner seul le match amical du Cap-Vert, oui, le Cap-Vert, qu'il a battu 3 buts à 2. Mais avant la mi-temps, ce Congo menait 2 buts à 0. Et après, bon, vous savez... On l'a rattrapé. On l'a rattrapé. Donc il y a les changements, non. Vous avez ce que représentait le match amicaux. Voilà. En tout cas, on comprend. Il y a un auditeur qui dit salut à vous tous. 2 buts à 0 en faveur du Congo-Brazzaville. Bonne suite d'émission, merci. Et un autre qui nous dit les joueurs togolais assassinés à Cabinda, mais personne n'a condamné ça sur l'international. Mais si c'est Charlie Hebdo, on le fait, c'est pas normal. Nous n'allons jamais oublier. Et ça, et un dernier message, où se trouve Philippe Troussier, le seul sorcier blanc que je connaisse. En tout cas, s'il vous plaît, Ayatou a déjà joué ce match pour satisfaire Obiang Nguemang et faire remplir les stades. Voilà, nous allons faire un dernier tour de table pour clôturer cette émission. Un dernier mot par rapport à la CAN, sa réussite. On va commencer par Franck Defli. Oui, déjà... Je crois quand même que... Parce qu'il y a des pesanteurs qui sont là par rapport au boycott des populations. On a déjà l'arrestation de 2 opposants. Il y a des équipes qui contestent, des entraîneurs qui également contestent. Oui, moi je vais plutôt m'appesantir sur ce qui va se passer sur le rectangle vert. J'espère qu'on assistera à une très bonne compétition qui aura de la hauteur et qui permettra quand même aux joueurs locaux engagés dans cette compétition d'aller s'essayer peut-être en Europe et dans les grands championnats européens. Et voilà, avant de retrouver Edouard, Congo gagne 2-1, Gabon 2, Burkina 2, l'Algérie prendra la coupe. Salut à tous, surtout à Edouard et Rodrigue, c'est moi et l'homme, le frère de FIFA. En tout cas, on a compris, merci. Donc, oui, Edouard, rapidement. Oui, je vais rapidement donner comme favori pour le champion de la CAN 2015 l'Algérie, parce que les Fennecs nous ont époustouflés lors des phases éliminatoires. Par rapport à leur parcours. Oui. Voilà. Donc, on a assez compris. Franck, rapidement, plutôt Chalpi. Oui, bon, je pense qu'avec tout ce qui se passe en Guinée, il y aura une belle CAN en ce qui concerne malgré les défauts, les défaillances au niveau de l'organisation, il y aura une bonne CAN. Une belle CAN, oui. En tout cas. Et Herman, on a, malgré le feuilleton auquel nous assistons,
On a quand même vu ça au Mondial Brésil 2014, mais la compétition s'est bel et bien tenue. Donc disons que cette canne-ci sera effective également. En tout cas, pour apporter un peu à votre moulin, on va dire qu'on a également assisté à ça en Afrique du Sud avec l'assassinat de l'artiste, l'icône du pays. Oui. Mais la compétition, la Coupe du Monde a été à son terme. Bien de choses, donc à vous toutes et à vous tous, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Malice Magloire qui nous a accompagnés en technique et mise en onde pour la radio KNTV. Merci à Émilie derrière la caméra pour Togo Vision. Merci donc à vous toutes et à vous tous. Surtout, bonne canne à partir de demain en Guinée équatoriale. Jusque-là, portez-vous très très bien. Au revoir.